Bien, bonjour chers élèves. Donc, comme promis, une vidéo pour terminer ensemble le chapitre 5 qu'on avait déjà bien débuté en cours et qu'il va s'agir de terminer durant les vacances. Je vous rappelle que ce chapitre 5 s'intitule Je est un autre, citation que j'ai empruntée à Arthur Rimbaud, et qu'il est focalisé sur le thème 2 du semestre 1, c'est-à-dire les métamorphoses du moi. C'est le dernier chapitre qui sera consacré à ce thème, puisqu'à la rentrée, on débutera et on achèvera d'ailleurs assez rapidement par ailleurs le thème numéro 3, qui est donc éducation, émancipation et transmission. Donc, pour mémoire, juste avant les vacances, on s'était arrêté au thème du double qu'on avait traité dans ce petit 2, le Doppelganger, thème emprunté à l'allemand, qui signifie, comme on va le voir, l'alter ego, le double. Et vous aviez eu l'occasion, en groupe, d'étudier trois textes qui étaient fondés sur cette thématique du double. Le premier texte, c'était celui d'Edgar Allan Poe, La fin de la nouvelle William Wilson. Le deuxième texte, c'était deux extraits en réalité, et non un seul, d'un célèbre roman intitulé L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde de l'Écossais Robert Louis Stevenson. Et enfin, vous aviez un extrait assez substantiel de la célèbre nouvelle Le Horla de Guy de Maupassant. Donc chaque groupe était passé, c'était très bien, c'était très complet. Vous avez pu chacune prendre des notes et ainsi faire émerger les grandes caractéristiques de ce texte. On avait vu, on avait pu d'ailleurs le dire, que ces trois textes, en fait, par le détour du romantisme noir et du fantastique qui lui est propre, permettaient de s'intéresser à ce qui échappait à la science, puisque c'est toute la problématique qui va se poser dans la deuxième partie du XIXe siècle, à savoir la dépossession par les sciences de ces prétentions anthropologiques qu'avait la littérature. En somme, c'est maintenant à la science, aux sciences positives de dire à l'homme qui il est, et non simplement à la littérature. Mais loin de rester sur le banc de touche, la littérature va investir ce que la science positive n'est pas encore à même d'expliquer, et par le truchement de la créativité, par les ressources qui sont propres à l'art et à la littérature plus spécifiquement nous concernant, il va s'agir d'explorer en particulier toute la complexité du psychisme humain. Et on avait vu qu'en fait, qu'à travers ce thème du double, il y avait déjà l'intuition de l'inconscient. Alors, pour bien suivre cette vidéo, vous en avez déjà fait l'expérience, mais je vous en rappelle les modalités. Il vous faut donc avoir sous vos yeux le polycopier que je vous ai donné en cours, mettre les différentes couleurs qui sont affichées à l'écran. Vous adoptez vous-même votre système, mais essayez de faire un peu comme moi, c'est-à-dire de faire ressortir les informations les plus importantes avec des couleurs et avoir une feuille à côté de vous pour prendre des notes et compléter les différents points que je vais soulever ici. Alors, par exemple, la définition de doppelganger, elle n'apparaît pas sur votre polycopier et je crois qu'il est bon de la noter. C'est le premier point qui apparaît à l'écran. Donc, soit vous prenez des notes pendant que je parle, soit vous mettez la vidéo sur pause et vous prenez le temps de recopier ce qu'il y est affiché. Ne vous sentez pas obligé de tout rédiger. Vous pouvez vraiment synthétiser, condenser, utiliser des abréviations. Alors c'est parti, donc la définition de Doppelganger. C'est un terme allemand qui appartient au folklore culturel propre à l'Allemagne et qui désigne le double d'une personne, son alter ego. Bref, un être imaginaire qui lui est identique. Mais, et c'est important, il est à noter que ce double est bien souvent maléfique. C'est notamment ce qu'on a eu le cas de voir dans les trois textes que nous avons étudiés ensemble. Alors justement, phénomène du double, cette entité qu'est le doppelganger, eh bien, c'est une grande thématique de la littérature fantastique, qui va s'emparer de cette métamorphose du moi qu'on étudie de façon singulière en jouant sur les dédoublements des personnages. Le thème du double devient effectivement omniprésent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est aussi une thématique qui a cours aujourd'hui, hein. Il ne faut pas croire que ça a cessé d'intéresser les différents artistes. Mais c'est vraiment durant la deuxième partie du XIXe siècle que cette thématique va connaître un essor singulier. Et ce thème du double, en réalité, il a une vertu nous concernant, il a un intérêt, c'est qu'il permet d'interroger la part d'ombre dissimulée en chacun de nous. Ça permet, si vous voulez, de mettre en exergue la multiplicité des moi que nous avons enfermés dans notre intériorité. Bref, la thématique du double, elle permet de figurer de manière peut-être plus concrète toute la complexité du moi et de son identité. Alors, le thème du double, c'est un thème qui est fascinant et on l'a bien vu en l'étudiant en cours, parce qu'il symbolise une forme de dépossession de soi. Je me rends compte qu'il y a en moi un moi étrange et étranger que j'ai bien du mal à comprendre et qui, à plus d'un égard, m'effraie.
Il va donc, ce thème du double, extérioriser une part du moi qui va devenir une entité à part entière. C'est par exemple ce qu'on avait vu dans William Wilson d'Edgar Allan Poe ou bien dans le Horla de Maupassant. Alors dans le Horla, c'est pas tout à fait un double, c'est une entité maléfique, effrayante, angoissante, mais qui bien sûr est en lien avec l'expérience que vivait Guy de Maupassant à ce moment-là, parce que quand il a rédigé cette nouvelle, Maupassant se sentait déjà atteint par la syphilis qui était une maladie sexuellement transmissible qui faisait des ravages à l'époque et qui s'attaquait entre autres au cortex cérébral. Ça lui a créé des problèmes psychopathologiques assez vertigineux, parmi lesquels on peut compter des crises de démence, des phénomènes de dépossession de soi, des phénomènes de dédoublement. Bref, évidemment, dans le Horla, il prend un peu cette psychopathologie qu'il commence à vivre et il va la figurer sous les traits d'un monstre qui le poursuit à tout moment et qu'il essaye d'abattre. Ce double, il interroge également, bien sûr, et je viens de le dire, sur la santé mentale du personnage, qui peut sembler égaré dans les abîmes de la folie. C'est notamment le cas dans le Horla de Maupassant. Et enfin, ce double, il peut être la manifestation de ce dédoublement de la personnalité, de cette multiplicité des moi, qui est notamment le cas chez Stevenson, où la part sombre du docteur Jekyll se trouve incarnée dans son double mauvais, maléfique, inquiétant, angoissant, Mr. Hyde. Bon, je ne veux pas revenir sur tous les détails des textes, on en avait déjà amplement parlé en cours. J'enchaîne et je vais mettre en perspective cette thématique du double telle qu'elle est traitée par la littérature fantastique avec un concept de Freud, Freud dont on va pas mal parler aujourd'hui. Et ce concept, c'est justement celui-ci, l'inquiétante étrangeté. Das Unheimlich en allemand. J'ai un allemand extrêmement bancal, n'ayant jamais fait d'allemand, donc vous me pardonnerez, mais l'important, évidemment, c'est moins mon accent allemand que la définition de ce concept extrêmement intéressant. C'est un concept que Freud a forgé en s'intéressant justement à la littérature fantastique. Donc, quand je vous disais que la littérature fantastique, elle avait comme déjà eu l'intuition, formulé l'intuition d'un inconscient dans notre psyché, on voit que finalement, effectivement, Freud l'a senti aussi, puisqu'il est allé lire le corpus fantastique, il s'est intéressé aux textes fantastiques et il y a trouvé une validation de ces théories. Alors, qu'est-ce que l'inquiétante étrangeté? Cette notion, ce concept que Freud décrit entre autres en 1919 dans le livre que vous voyez affiché à droite. Alors peut-être qu'il est nécessaire de décomposer cette terminologie, ce terme, pour voir un peu ce que Freud essaye de formuler ici. Parce qu'en fait, c'est un mot qu'il a un peu forgé. Alors là, je vais me risquer à faire un détour par l'allemand, donc je vous demande de me suivre et d'être, eh bien écoutez, peu difficile en ce qui concerne mon accent. Donc, unheimlich, ça vient tout d'abord du terme heimlich qui désigne tout ce qui est familier. En fait, c'est tout ce qui est en rapport avec le foyer, la maison familiale, le cadre connu et rassurant. C'est tout ce qu'on a apprivoisé. À l'inverse, unheimlich, on le voit avec un petit préfixe privatif, bah, c'est justement tout ce qui n'appartient pas à cette maison familiale, tout ce qui n'est pas familier, tout ce qui n'est pas apprivoisé, domestiqué, tout ce qui est un peu à l'extérieur du foyer familial et qui va donc faire peur en raison notamment de son caractère nouveau et inconnu. Freud, il va préciser encore davantage la signification de ce terme qu'il forge, unheimlich. Ça va être pour lui quelque chose qui fait peur dans quelque chose de familier. Et c'est là que réside la définition de l'inquiétante étrangeté. Alors l'inquiétante étrangeté, je vous la définis dans le troisième point, ça peut se décrire comme la sensation que l'on peut ressentir face à un objet, un événement, une chose du quotidien, mais qui va nous mettre mal à l'aise sans que l'on sache vraiment pourquoi. Quelque chose que l'on connaît, quelque chose de familier et de banal, va susciter en nous une inquiétude et une angoisse. Et cette sensation que l'on peut ressentir, elle est, selon Freud, directement reliée à notre inconscient, à cette part d'ombre de notre identité qui vient se manifester dans ce vertige angoissant que l'on peut ressentir devant des objets du quotidien. Enfin, et il convient de noter effectivement, plutôt de rappeler l'objet qui était présent dans nos trois textes, c'est le miroir. Et à la fin du 19e siècle, le miroir se brise. Regardons deux citations qui sont de part et d'autre
de la période qui nous intéresse. Je vous rappelle que la période qui nous intéresse dans le cadre du semestre 1, c'est le long 19e siècle. Alors, il y a cette citation extrêmement célèbre à gauche que l'on trouve dans ce non moins célèbre roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. Cette citation, donc c'est une citation qui est présente à intervalles réguliers dans le roman. Elle trouve de multiples formulations, mais l'une de ces formulations est la suivante: un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Dans cette citation se loge toute la confiance que les grands écrivains accordaient à l'écriture. Un miroir, c'est ce qui reflète presque exactement. Alors, on avait déjà dit que tout miroir est déformant, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais disons que pour faire simple et pour rester schématique, un miroir, c'est précisément ce qui reflète avec une fidélité presque exacte et véritable la réalité. Je regarde dans un miroir pour voir à quoi je ressemble, pour voir qui je suis. Quand Stendhal associe de manière métaphorique le roman à un miroir, il fait donc de l'écriture une sorte de vecteur de réalité. Il fait de l'écriture une forme de puissance capable de retranscrire la réalité telle qu'elle est exactement. Bref, il faut comprendre ici, il y a une grande foi accordée à l'écriture qui serait à même de dire ce que le monde est et ce que l'homme avec un grand H est exactement, absolument, intégralement, véritablement. Bon. Mais ce symbole du miroir, dont on voit ici qu'il est un symbole positif et optimiste, au gré de la littérature fantastique, il va être investi d'autres significations. On l'a déjà dit et je le redis une dernière fois, le miroir dans la littérature fantastique pose problème, parce que soit il ne reflète pas mon image, c'est le cas par exemple des vampires, qui se regardent sans pouvoir s'apercevoir, ou bien alors, quand je les regarde, quand je me regarde dans un miroir, ce n'est pas mon image qui apparaît, mais l'image d'un double monstrueux. Bien alors, quand j'essaye de me regarder dans un miroir, je me vois de manière extrêmement floue et déformée. Bref, dans la littérature fantastique, je ne parviens pas à me voir tel que je suis dans le miroir. On comprend donc que les écrivains qui se sont adonnés à la littérature fantastique ont mis en exergue une angoisse philosophique et existentielle en ce qui concerne notre compréhension de nous-mêmes, en ce qui concerne notre capacité à dire ce que le moi est. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, il n'est pas certain de pouvoir, grâce à l'écriture, grâce à l'art, dire ce qu'est le moi. Alors, se pose un problème, puisque la science positive n'est pas tout à fait capable de le dire, même si elle a quelques modèles d'explication. La littérature elle-même et l'art, de façon générale, tentent, tant bien que mal, de retranscrire le moi, mais le moi est perpétuellement asymptotique. Dès lors, que faire? Eh bien, regardons justement une autre citation. Elle figure dans un grand roman ô combien fascinant dont on a déjà parlé en cours, l'Ulysse de Joyce. On l'avait évoqué dans le chapitre 3 quand on s'était intéressé au Stream of Consciousness, sur lequel je ne vais pas revenir. Et le miroir est également présent dans ce roman, et dès les premières pages. Alors, on est avec deux personnages qui dialoguent entre eux. Et ces deux personnages, voici ce qu'ils se disent. Regarde-toi, dit-il, espèce de barde à la main. Steven se pencha et scruta le miroir qu'on lui tendait, traversé par une fêlure en zigzag, les cheveux dressés sur la tête, tel que lui et les autres me voient. Qui m'a choisi ce visage? Se reculant et le doigt pointé, Steven dit amèrement: ça, c'est un symbole de l'art irlandais, le miroir fêlé d'une servante. Alors, il y a une autre petite citation en dessous qui est présente un peu plus loin dans le roman. Mais je vais d'abord m'intéresser à la première citation, en particulier au miroir qui est décrit et qui est associé par James Joyce à l'art irlandais. Mais ici, bien sûr, moi je vais faire disparaître l'adjectif irlandais, l'épithète ici irlandais, pour faire de ce miroir fêlé, c'est-à-dire brisé, cassé, dans lequel je ne me vois pas, ou plutôt dans lequel je me vois, mais décomposé, multiple, complexe, fractalisé. Vous voyez l'image que j'ai choisie en illustration? Elle montre bien quelque chose d'intéressant. J'ai plusieurs visages et parfois ils ne coïncident pas. C'est comme si j'avais plusieurs moi en moi qui ne sont pas toujours tout à fait en harmonie. Quand
James Joyce nous dit: «Ce miroir brisé, c'est le symbole de l'art irlandais». Il faut comprendre, ce miroir brisé, c'est maintenant le symbole de notre art, de l'art moderne, de celui qui a saisi toute la complexité du moi. Vous avez vu d'ailleurs, hein, que le style d'écriture est un peu particulier, n'est pas toujours parfaitement accessible, en vertu de la pratique du stream of consciousness, du flux de conscience. Et justement, citation un peu plus loin dans le roman, ô combien intéressante: «Vous trouvez mes mots bien obscurs, mais l'obscurité, elle est dans nos âmes, non?» Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que l'art va se complexifier au gré du XXe siècle? Pourquoi est-ce que la littérature va devenir de moins en moins compréhensible, de plus en plus hermétique? On a eu l'occasion d'en parler dans le chapitre 3, mais ici, on a une explication qui est toute faite. Elle est géniale, cette citation. Elle est presque à retenir par cœur. L'obscurité, elle est dans nos âmes, non? Sous-entendu, mon art devient compliqué, mon style devient de plus en plus incompréhensible, parce que bah, moi-même, je suis devenu de plus en plus incompréhensible. Parler de moi, moi qui est insaisissable, moi qui est incompréhensible, mais ça présuppose de passer par des formulations, des expressions qui sont, elles aussi, obscures et incompréhensibles. Donc on a vu ici que, au gré de ce grand 1, notamment par le truchement de la littérature fantastique, la perception que l'on pouvait avoir du moi s'est grandement complexifiée dans la deuxième partie du XIXe siècle, et notamment sous l'impulsion de cette thématique du double. On va maintenant mettre en perspective ce qu'on a vu avec un apport plus philosophique dans le grand 2. Deux questions émergent ici véritablement, des questions qu'on a pu traiter ensemble et que je vous donne juste à l'oral comme ça. Je vais m'éviter un monologue seul. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un autre est en vous-même? Puisqu'au fond, c'est un peu la question que pose cette littérature fantastique, et la réponse, elle est au fond comprise dans la question. C'est une question rhétorique. Oui, bien sûr, on a toujours l'impression d'être plusieurs, de ne jamais être tout à fait le même, et parfois même d'avoir un autre en soi. Et je mets de côté toute forme de psychopathologie, évidemment. On avait évoqué par exemple la colère. La colère qui précisément peut susciter une métamorphose absolument radicale du moi. Et dès lors, une autre question se pose, dont on va parler quand on évoquera le surréalisme. Est-ce que se connaître, c'est apprivoiser, c'est-à-dire apprendre à découvrir, peut-être à domestiquer, en tout cas à rencontrer l'autre qu'on a en soi-même? Eh bien, justement, on va pouvoir passer à cet autre, et ça va être l'objet du grand 2. Grand 2 intitulé «Le moi n'est plus le maître dans sa propre maison». Citation que j'emprunte à Sigmund Freud, qui va nous intéresser. Alors, Freud, c'est un auteur que vous allez essentiellement découvrir en HLP Philo et Philo tronc commun. Donc, je vais être rapide et très schématique. Je vous demande toutes les semaines si vous avez fait le cours sur la conscience, si vous avez entendu parler de Freud. Euh, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que c'est quelque chose que vous allez extrêmement bien découvrir et explorer avec mon collègue. Cette citation, elle est intéressante parce que c'est une citation très imagée et on voit que le moi est associé à une maison. Or, l'une d'entre vous avait, lorsqu'elle avait étudié euh, l'extrait du Dr Jekyll et de Mr Hyde, fait valoir à très juste titre que le décor qui était décrit, la description de la maison était en réalité une description de l'identité du personnage. Le moi, ici, est spatialisé et ça va être quelque chose de plus en plus récurrent. Décrire l'intérieur d'une maison, c'est décrire le moi, c'est décrire une identité. C'est un peu ce que fait Freud ici, en associant le moi à une maison. Sauf que là, il y a quelque chose d'un peu angoissant parce que le moi pensait vivre dans une maison qui est la sienne et ce n'est pas le cas. Le moi est un locataire et le propriétaire, eh bien justement, on va apprendre à le découvrir. Et c'est là quelque chose d'un peu angoissant et d'un peu vertigineux. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette citation? Je vous en propose ici une explication schématique, rapide et sommaire. Vous pouvez la prendre en note, soit intégralement, soit partiellement, mais essayez de compléter véritablement votre polycopie. Alors, cette célèbre citation de Freud, «Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison», que je vous propose par ailleurs en allemand, et là, je ne vais pas me risquer à lire cette citation, mais les germanistes qui sont parmi vous pourront se faire ce plaisir chez eux, elle reflète l'idée que le moi n'est qu'une partie du psychisme humain, alors qu'on pouvait penser que le moi représentait tout le psychisme humain. Non, ici, ce n'en est qu'une partie. Et pire,
il n'a pas un contrôle absolu sur le psychisme. Le moi n'est qu'une composante euh, de notre psychisme, du psychisme humain. Il n'est qu'un locataire parmi tant d'autres. En d'autres termes, le moi, qui est souvent, ou plutôt qui était souvent considéré comme le siège de la conscience, de la rationalité, de l'identité, il va être confronté à des défis, à des pressions provenant d'autres parties de sa personnalité, des parties plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles, plus ou moins immergées. Les autres parties, elles portent des noms, et je les emprunte évidemment à Freud. Alors vous verrez qu'il y a toute une histoire autour de ces noms. Vous apprendrez à découvrir la chose en philosophie, évidemment. Euh, mais ces parties, donc, qui portent des noms comme le ça, qui est une partie de notre psychisme extrêmement impulsive, ou bien le surmoi, qui condense toutes les exigences morales. Alors, ces différents noms, je vais moi les expliciter très simplement, et normalement, vous avez déjà un schéma sous les yeux qui explicite la chose. Bref, ce qu'on voit, c'est que le moi, il va être forcé de naviguer entre différentes forces qui structurent le psychisme humain. Le moi, il n'est pas tout seul, hein. Le moi, il pensait être seul. Bah non, surprise, non, en fait. Et pire, il va être comme contraint de devoir être une sorte de diplomate qui va régler de nombreux conflits politiques au sein de ce psychisme humain. On se souvient d'ailleurs hein, de ce que Paul Valéry disait dans un texte qu'on avait lu dans ce même chapitre sur la politique intérieure qui régit les relations entre les différents mois. Effectivement, il va y avoir différentes forces qui agissent au sein de notre psychisme. Ces forces, elles sont parfois contradictoires. Il va s'agir pour nous de trouver un équilibre dynamique et harmonieux. L'expression de Freud, elle met donc en lumière la complexité des forces et des influences qui opèrent au sein de la psyché humaine. La psyché humaine telle qu'elle est conceptualisée par Freud. En somme, cette citation, elle souligne l'idée que le moi, il peut être influencé, voire dominé par des pulsions instinctuelles inconscientes qui sont représentées par le ça et par des normes morales intériorisées qui sont représentées par le surmoi. Le moi, il n'est donc pas le maître incontesté de la maison psychique. C'est plutôt un acteur dans un système complexe qui comporte d'autres acteurs qui sont chacun en relation les uns avec les autres et qui chacun exerce une forme de pression. Alors, ici, on va rentrer dans le territoire de la psychologie. Évidemment, la psychologie, c'est euh, une discipline scientifique absolument fondamentale en ce qui concerne la recherche du moi. On n'aura pas l'occasion d'en parler beaucoup, mais on va quand même en parler un peu. Freud, il s'insère dans toute une histoire de la psychologie, une histoire marquée par de grands hommes et de grandes femmes, dont vous avez ici quelques représentants illustres. Pour votre gouverne personnel, je vous rappelle que scientifique, ça signifie étymologiquement la science de l'âme. C'est absolument magnifique comme formulation. Et ça désigne l'étude scientifique du comportement des êtres humains et de leurs processus mentaux. Il va s'agir de voir comment nos comportements fonctionnent. La psychologie, c'est quelque chose d'extrêmement répandu aujourd'hui. Il y a quantité de livres qui abordent la psychologie. Il y a d'ailleurs une appétence pour la psychologie qui est très forte. Nombreuses sont ceux qui s'orientent vers la psychologie. Peut-être avez-vous déjà lu des livres de psychologie. Et puis, sinon, c'est aussi quelque chose de très populaire en ligne, entre autres via les fameux tests de personnalité, dont celui-ci, extrêmement célèbre, que vous pouvez aller faire pour vous amuser, le test MBTI, mise au point par euh, des psychologues américaines, une mère et sa fille, et qui essayent de penser, de catégoriser des modes de fonctionnement psychiques, mentaux, structurants, hein, fondamentaux, au gré d'un panel de questions qui permettrait, au terme des réponses que vous apportez à ce panel de questions, eh bien, de circonscrire, au fond, le format de votre identité, la manière dont vous fonctionnez. Donc voilà, vous pouvez aller faire ce test, il est gratuit. Enfin, évidemment, ça, c'est juste une petite parenthèse. Nous, on va se connecter davantage Freud, puisque c'est sur lui qu'on va devoir opérer notre zoom et sur lequel on va particulièrement se pencher. Il y aurait tant d'autres psychologues qu'on pourrait évoquer. Ça peut être l'objet d'un grand oral au demeurant, où on pourra en reparler en cours. Faute de temps, et comme on est contraint effectivement par le programme, je vais moi me focaliser sur Freud.
Donc à partir de la fin du 19e siècle, les travaux de Sigmund Freud ils vont révolutionner la vision du moi, en introduisant la notion d'inconscient et en fondant la psychanalyse. La psychanalyse, c'est cette pratique thérapeutique que Freud a mis au point, qui se fonde sur une méthode expérimentale et dont le propos est de guérir le patient des troubles psychiques qui peut affliger sa vie quotidienne. Je n'en dirai pas plus, vous verrez en philotron commun et en HLP philo de quoi il en retourne. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est cette complexification de la vision du moi et bien sûr la notion d'inconscient. Alors, Freud, il va postuler l'idée que notre psychisme, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un mot que j'emploie depuis tout à l'heure, mais peut-être est-il nécessaire d'apporter une définition. Le psychisme ou la psyché, c'est l'ensemble des phénomènes mentaux, c'est-à-dire nos pensées, toutes nos émotions, toute notre conscience, tout ce que j'appelais dans le chapitre 3 la vie intérieure. Il va donc postuler l'idée, Freud, que notre psychisme, il est divisé en trois parties. Le moi, le surmoi et le ça. Alors, pour découvrir la chose, même si c'est une théorie qu'il n'a cessé de raffiner, de formuler dans de nombreux ouvrages, il y a par exemple cet ouvrage que vous avez sur votre droite qui est tout à fait intéressant à cet égard. Moi, je vais utiliser 2 schémas pour essayer de clarifier la chose. Alors, on va d'abord se focaliser sur le schéma de gauche. Alors, c'est 2 schémas complémentaires. En réalité, c'est 2 fois le même schéma. C'est juste figuré et peut-être formulé de façon un peu différente. Retenez celui qui vous semble le plus accessible. Le schéma de gauche, d'abord, qui représente un cerveau, un cortex cérébral, et on peut l'associer au fond à une forme d'iceberg. Pourquoi? Parce que la particularité de l'iceberg, vous le savez, c'est qu'il y a une partie qui est au-dessus de l'eau et une partie qui est en dessous de l'eau. Et la partie qui est en dessous de l'eau est la plus volumineuse, la plus massive et donc la plus redoutable. Et bien en fait, notre psychisme, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, on a tout d'abord, dans la partie supérieure du schéma, le moi. Le moi qui est notre conscience, qui est cette voix à laquelle cette voix que je peux entendre, ce à quoi je m'identifie immédiatement quand j'entends cette voix qui parle dans ma tête. Ce sont toutes les pensées, toutes les perceptions un peu acceptables. C'est ce qui assure la stabilité et l'équilibre de notre personnalité. Le moi, pour faire très simple, c'est celui que j'ai l'impression d'être ou celle que j'ai l'impression d'être. C'est notre personnalité. En réalité, le moi n'est pas le seul dans le psychisme humain. Il y a d'autres composantes. Il y a en particulier le ça. Et alors là, je passe tout de suite à la partie inférieure de l'image, la partie immergée de l'iceberg. Le ça qui occupe une partie absolument fondamentale de la psyché humaine. Le ça qui tire toutes les ficelles, ou presque. Alors le ça, c'est quoi? C'est aussi ce que Freud appelle l'inconscient ou le subconscient. C'est le réservoir de toutes nos pulsions violentes, nos pulsions sexuelles, nos pensées immorales, nos désirs irrationnels et honteux. Ce sont, au fond, ce que Freud appelle, et d'autres psychologues avec lui, euh, ce sont toutes les pulsions que nous avons en nous. Le ça est un réservoir de pulsions, à peine formulées, mais qui en réalité structure nos pensées, tous nos comportements, et donc toute notre manière d'être et notre personnalité. Alors, il y a un problème évidemment, c'est que le ça ne veut qu'une chose, réaliser ses pulsions. Mais il est bien compliqué de réaliser des pulsions dans la société, pour des raisons absolument évidentes. Euh, et alors, comment s'assurer que précisément nous ne devenions pas un psychopathe en puissance? Eh bien, il y a un troisième et dernier acteur, celui qui est au milieu, c'est le surmoi. Alors, le surmoi, c'est une censure. C'est ce qui va filtrer les pulsions que le ça envoie au moi. C'est une censure inconsciente qui va réfréner les pulsions non acceptables et les renvoyer vers le ça. Alors cette censure, cette barrière, cette muraille, cette forme de protection, elle est structurée par l'éducation, les valeurs morales et la société. Le problème encore, c'est que si le ça ne peut réaliser aucune pulsion, eh bien, il va y avoir naissance de névrose, de troubles psychopathologiques. Il faut donc que quelques pulsions puissent être réalisées. Il faut donc que le ça puisse s'exprimer plus exactement.
et non pas simplement réaliser des pulsions. C'est plutôt, il faut que le ça puisse s'exprimer, il faut qu'il puisse être entendu. Dans le schéma de droite, vous avez une autre façon de dire les choses, mais c'est un peu la même chose. Vous avez le moi qui est au centre et qui est tiraillé entre le ça et le surmoi. Le moi, c'est ce qui assure la stabilité, l'équilibre de notre personnalité. Alors, il va recevoir les désirs qui sont filtrés, les désirs du ça, que le ça crée et qui sont filtrés par le surmoi, et il va faire en sorte de ne pas libérer, de ne pas déclencher, de ne pas réaliser ces pulsions immorales. Le moi, il reçoit de la part du ça des pulsions, c'est-à-dire une volonté, un ensemble de désirs refoulés, de pulsions sexuelles et de plaisirs inconscients. Il y a, bien sûr, comme on l'a dit et comme je l'ai redit une dernière fois, une barrière de protection constituée par le surmoi, qui est structurée par l'ensemble des valeurs morales, des lois sociales, familiales, et cetera, le tout lié à l'éducation, qui va créer une sorte de filtre pour bloquer, ces pulsions, pour le moins complexes à réaliser. Hein, le surmoi, c'est tout ce qui nous incite à penser: «Non, ça, il faut pas que je le fasse. Non, ça, il faut pas que je le dise. Non, ça, il faut pas que je le réalise. Non, ça, il faut pas que je le pense». C'est tout ce qui va, au fond, véritablement filtrer les pulsions du ça. On va s'intéresser maintenant à un texte de Freud. Pour clarifier mes explications, on va passer par Freud, qui nous propose, dans les nouvelles conférences de psychanalyse, publiées en 1915, eh bien, une description du fonctionnement psychique humain. Il va reprendre les trois notions que je vous ai décrites, le moi, le surmoi et le ça, et il va les représenter de façon assez imagée, métaphorique. Vous allez voir que son explication, elle est particulièrement claire. Je vous lis le texte. Un adage nous déconseille de servir 2 maîtres à la fois. Alors un adage, ça veut dire un proverbe. Pour le pauvre moi, la chose est bien pire. Il a à servir 3 maîtres sévères, et il s'efforce de mettre de l'harmonie dans leurs exigences. Celles-ci sont toujours contradictoires, et il paraît souvent impossible de les concilier. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que souvent le moi échoue dans sa mission. Les 3 despotes, alors un despote c'est un tyran, une sorte de dictateur, un maître presseur. Les 3 despotes sont le monde extérieur, le surmoi et le ça. Quand on observe les efforts que tente le moi pour se montrer équitable envers les 3 à la fois, ou plutôt pour leur obéir, on ne regrette plus d'avoir personnifié le moi, de lui avoir donné une existence propre. Il se sent comprimé de 3 côtés, menacé de 3 périls différents auxquels il réagit en cas de détresse par la production d'angoisse. Tirant son origine des expériences de la perception, il est destiné à représenter les exigences du monde extérieur, mais il tient cependant à rester le fidèle serviteur du ça, à demeurer avec lui sur le pied d'une bonne entente, à être considéré par lui comme un objet et à s'attirer sa libido. Alors la libido, c'est un terme que Freud emprunte au latin, et c'est une notion fondamentale dans la psychanalyse et dans la théorie freudienne. Alors, le terme de libido, il désigne en latin le désir. Le désir. Chez Freud, ça désigne une énergie fondamentale qui structure toute notre vie psychique, une énergie qui trouve sa racine dans le ça et qui est de nature sexuelle. Euh, Quiconque se désintéresse, selon Freud, de la libido emprunte le chemin de la psychopathologie et de la névrose. Donc la libido doit pouvoir se réaliser de différentes façons. Euh, Ces différentes façons sont multiples. Il y a la façon naturelle, si j'ose dire, il y a ce que Freud appelle la sublimation, et ainsi de suite. Il n'empêche que le moi a besoin de cette énergie structurante pour fonctionner. Je reprends la lecture du texte. D'autre part, le surmoi sévère ne le perd pas de vue et, indifférent aux difficultés opposées par le ça et le monde extérieur, il lui impose les règles déterminées de son comportement. S'il vient à désobéir au surmoi, il en est puni par de pénibles sentiments d'infériorité et de culpabilité. Le moi, ainsi pressé par le ça, opprimé par le surmoi, repoussé par la réalité, lutte pour accomplir sa tâche économique.
rétablir l'harmonie entre les diverses forces, je vais y arriver, et influences qui agissent en et sur lui. Nous comprenons ainsi pourquoi nous sommes souvent forcés de nous écrier: «Ah, la vie n'est pas facile». Le moi, quand il est forcé de reconnaître sa propre faiblesse, est saisi d'effroi, peur réelle devant le monde extérieur, crainte de la conscience devant le surmoi, anxiété névrotique devant la puissance qu'ont les passions dans le sein. Alors ce texte, on va l'étudier par le biais de trois questions, sont les suivantes. Quels sont les trois maîtres auxquels le moi est soumis? Deuxième question, quelle image Freud donne-t-il du moi en le personnifiant? Troisième et dernière question, pourquoi le ça entre-t-il en conflit avec la réalité? Alors la première question, quels sont les trois maîtres auxquels le moi est soumis? Eh bien, on va y répondre en identifiant dans le texte une première information au moyen d'une première couleur. Cette première information, elle se trouve dans la phrase suivante qui apparaît en rouge à l'écran. Les trois despotes sont le monde extérieur, le surmoi et le ça. Voici les trois maîtres auxquels le moi est soumis. Donc on va identifier cette information, cette phrase avec une première couleur. Ça ne va pas être compliqué, ça va être une couleur par question. Maintenant, moi, je vais me permettre d'élaborer un peu plus, de développer, et vous pouvez prendre en note le propos qui va s'afficher. Alors, les trois maîtres auxquels le moi est soumis sont effectivement le monde extérieur, le surmoi et le ça. Alors, le premier maître, le monde extérieur. Le moi, il est destiné, il est voué à répondre aux exigences du monde extérieur. Il doit donc composer avec les demandes et les pressions provenant de l'environnement extérieur. Le moi, il doit être à la hauteur euh, en ce qui concerne le monde qui l'entoure. Deuxième maître, le surmoi. Alors le surmoi, on l'a dit, on le redit, il représente l'aspect moral et éthique de la personnalité. Ce sont toutes les valeurs morales qui nous portent, qui nous structurent et qui nous permettent de ne pas faire n'importe quoi. En particulier, de ne pas être le jouet aveugle du ça. Le surmoi, c'est une instance sévère qui impose des règles déterminées de comportement. Le moi, il doit obéir au surmoi. Et s'il désobéit, il est puni par des sentiments très forts d'infériorité et de culpabilité. Enfin, le troisième et dernier maître, peut-être le plus tyrannique, peut-être le plus redoutable, le ça. Le ça, c'est la partie inconsciente, instinctuelle et pulsionnelle de la personnalité. Le moi, il doit rester le fidèle serviteur du ça. Il doit composer avec ses pulsions, ses impulsions et ses désirs, et essayer de trouver un équilibre entre les exigences du ça et celles des autres instances psychiques. Le ça doit être entendu, car s'il n'est pas entendu, c'est la névrose, et en même temps, le ça ne peut pas complètement être entendu, sans quoi, eh bien, on devient un psychopathe. Et inévitablement, réaliser l'ensemble de ces pulsions, c'est se lancer dans les bras euh, d'un comportement pour le moins inquiétant. Donc le moi, il est constamment soumis à la pression et aux exigences contradictoires de ces trois forces, ce qui peut rendre sa tâche particulièrement difficile, ce qui peut parfois générer d'ailleurs des conflits internes. On va passer à la deuxième question. C'est la deuxième couleur qui s'affiche. La deuxième question est donc, je vous rappelle, quelle image Freud donne-t-il du moi en le personnifiant? Effectivement, ici, Freud, il personnifie le moi. C'est un peu ce qu'il avait déjà fait dans la citation qui fait l'objet du grand 2. Le moi n'est plus le maître dans sa propre maison. Ici, il le personnifie et c'est ce qui apparaît notamment dans les phrases en bleu. Alors, tout le texte pourrait être surligné en bleu, puisque dans tout le texte, le moi est personnifié. Mais enfin, on va surtout s'intéresser ici en particulier aux éléments suivants. Donc, on va surligner avec une deuxième couleur les mots le pauvre moi. Il a à servir trois maîtres sévères et s'efforce de mettre de l'harmonie dans leurs exigences. Il se sent comprimé de trois côtés, menacé de trois périls différents auxquels il réagit en cas de détresse par la production d'angoisse. Le fidèle serviteur du ça, le moi ainsi pressé par le ça, opprimé par le surmoi, repoussé par la réalité, lutte pour accomplir sa tâche économique, rétablir l'harmonie entre les diverses forces et influences qui agissent en et sur lui. Et enfin, il est forcé de reconnaître sa propre faiblesse. Alors, c'est une image assez touchante, en fait, qui est développée ici. On pourrait presque convoquer le registre littéraire pathétique, puisque le moi est figuré sous les traits d'un serviteur zélé, c'est-à-dire impliqué, investi, mais qui n'arrive jamais à satisfaire les désirs de ses maîtres. Le moi, il est représenté comme un serviteur qui se sacrifie en permanence pour faire plaisir à ses maîtres, sans avoir jamais en retour le moindre remerciement.
Alors là aussi, je vais me permettre de développer une réponse de façon un peu plus écrite que vous pouvez prendre en main. En le personnifiant, Freud représente le moi de manière pathétique. Lorsqu'il décrit le moi comme étant pressé par le ça, opprimé par le surmoi et repoussé par la réalité, donc là ici j'emprunte les mots de Freud, et vous voyez que ce sont des mots fondamentalement négatifs, dépréciatifs, qui traduisent une forme d'oppression, hein, de domination, mais de domination tyrannique et violente, pressé, opprimé, repoussé. Nous pouvons ressentir toute la détresse et la vulnérabilité de cette entité psychique figurée sous les traits d'un serviteur zélé, destiné à ne jamais pouvoir satisfaire ses maîtres tyranniques. Le moi est dépeint comme étant soumis à des forces intenses et souvent contradictoires, ce qui fait de lui la proie de l'angoisse, de la peur et de l'anxiété. Ce faisant, Freud souligne les défis auxquels le moi est confronté dans sa tentative de satisfaire les demandes du monde extérieur, les règles morales du surmoi et les impulsions du ça. Cette représentation pathétique du moi, grâce à laquelle Freud concrétise son argumentation, renforce le sentiment de la complexité et de la difficulté de la vie psychique, soulignant les tensions internes et les luttes auxquelles chaque individu peut être confronté dans son développement et son fonctionnement psychologique. Donc, le moi a une rude existence. On passe à la troisième et à la dernière question. Pourquoi le ça entre-t-il en conflit avec la réalité? C'est une question que j'ai déjà tacitement posée au préalable et à laquelle j'ai déjà répondu, mais on va la traiter de nouveau. Alors là aussi, le texte le développe au fond, tout au long des lignes, mais on va surtout identifier un élément, celui qui apparaît en vert, la puissance qu'ont les passions dans le ça. Le ça, on l'a dit, c'est un réservoir de pulsions très fortes, très violentes, et il est impossible de simplement les concrétiser. Et le fait que le ça soit un réservoir de pulsions, bah, ça entre en contradiction totale et absolue avec la réalité, qui présuppose une régulation des pulsions et des passions. Il est impossible d'obéir à toutes ces pulsions, sans quoi, inévitablement, on rencontre un mur. Dans le texte de Freud, le ça, il entre donc en conflit avec la réalité en raison de ses pulsions instinctuelles et de ses désirs irrépressibles. En effet, pour mémoire, le ça représente la partie inconsciente, instinctuelle, pulsionnelle de la personnalité, guidée par le simple principe du plaisir. Ce faisant, le ça ne cherche qu'une seule chose, la satisfaction immédiate et si possible totale de ses pulsions, sans tenir compte des contraintes ou des exigences du monde extérieur. Or, la réalité impose au ça des limites, des interdictions, des contraintes. En effet, les pulsions du ça peuvent être, par exemple, incompatibles avec les normes sociales. Dès lors, le moi se trouve comme pris en tenaille entre le ça, qui cherche la satisfaction immédiate des pulsions, et la réalité extérieure, qui peut imposer des obstacles à cette satisfaction. Ce conflit entre les impulsions du ça et les exigences de la réalité crée une tension interne pour le moi qui doit trouver des compromis, une forme d'équilibre, des ajustements pour maintenir un équilibre psychologique harmonieux. On le voit donc, Freud, il a, notamment par le prisme de sa théorie euh, psychanalytique, considérablement complexifié le fonctionnement de la psyché humaine, ce qu'il figure sous les traits de ces trois notions, le moi, le surmoi et le ça. Dans la recherche du moi, il y a en réalité une seule part de la personnalité qui a été traitée jusqu'à présent. Et il convient, à partir de Freud, de jeter un peu de lumière sur les autres composantes de notre personnalité. La recherche du moi, c'est aussi comprendre qu'il y a en nous pas simplement le moi, il y a d'autres instances, d'autres composantes, d'autres éléments comme le surmoi et le ça. Et le ça est postulé par Freud comme étant celui qui tire les ficelles véritablement de notre comportement. Et il est donc nécessaire de le comprendre. Ce point de cours sur Freud, il est rapide, il est synthétique, il est très schématique, très simplifié. Il est à compléter impérativement avec ce que vous allez faire en HLP Philo et en philosophie tronc commun. Je n'ai pas voulu vous faire le détail de la théorie psychanalytique, on pourra en reparler en cours. J'évoquerai, lorsqu'on se verra à la rentrée, lorsqu'on se reverra à la rentrée, d'autres éléments de Freud, notamment ce qu'il appelle les blessures narcissiques de l'humanité, parce que c'est important. Euh,
On reviendra éventuellement sur le fonctionnement de la psyché, mais là, par le biais de cette vidéo, je suis vraiment resté un peu à la surface des choses. J'ai rappelé, des éléments que vous aviez peut-être déjà, explorés auparavant et qu'il convient en tout cas de noter une première fois. Donc, pour mémoire, cet élément de cours, il est à relier et à compléter avec ce que vous allez faire en HLP Philo et en philo tronc commun. On synthétise le tout rapidement et là, je reprends le chemin de votre polycopier. La révolution opérée par Freud, elle est assez simple. La théorie psychanalytique, elle consiste à détruire, à désintégrer le sujet humain. Le sujet, c'est-à-dire l'être humain tel qu'il pense. Le moi, pour faire plus simple. Donc Freud, il va prendre tout ce qui a été dit sur le moi et il met ça à la poubelle. Il dit en fait, on s'est planté, il faut tout refaire. La conscience dans la philosophie classique était une et unique, d'un seul bloc, sans faille. Chez Freud, eh bien, les choses vont être tout à fait différentes. En effet, le psychanalyste autrichien introduit une faille au sein même du sujet humain. Le moi est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et vous voyez toute cette histoire du miroir fêlé, du miroir qui est cassé, du miroir qui fractalise le moi, c'est-à-dire le décompose en plusieurs morceaux qui ne s'imbriquent pas toujours très bien. Eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la théorie psychanalytique de Freud. C'est Freud. 1. Le moi correspond à la partie défensive de notre personnalité. Il est considéré comme la plus consciente. Il tente, grâce à un rôle de médiateur, de répondre aux intérêts respectifs du ça, du surmoi et du monde extérieur, afin de trouver un équilibre, si possible, harmonieux. Le moi est, citation, une pauvre créature devant servir 3 maîtres. En effet, le moi doit supporter la menace provenant du monde extérieur, du ça et du surmoi. Le ça, c'est les lieux d'où proviennent les pulsions. Il répond principalement au domaine de l'instinctif et de l'inconscient. De plus, le ça, tel qu'il est notamment décrit, alors, pas à travers le mot ça en l'occurrence, mais ça c'est pas très grave, c'est juste une reformulation de la part de Freud qui interviendra a posteriori. Le ça, il en parle en quelque sorte déjà, Freud, dans ce livre qui s'appelle L'interprétation des rêves, publié en 1899. Le ça, il est présenté, disais-je, comme ne connaissant aucune règle, et ni de temps, ni d'espace, ni d'interdit. Il est seulement régi par la libido, terme que j'ai défini tout à l'heure et que je redéfinis ici comme l'énergie psychique, souvent liée à la sexualité ou à l'agressivité, euh, pulsion de plaisir, pulsion de mort, comme vous le verrez en philosophie, et son but final, c'est d'atteindre le désir immédiat. Et enfin, nous avons le surmoi, qui représente la part critique, morale, éthique de notre esprit. Une part qui est structurée par l'intériorisation des interdits et des exigences parentales, sociales et culturelles. Le surmoi, il est en partie inconscient et il se forme durant l'enfance et l'adolescence. Voilà pour la théorie freudienne. On va pouvoir avancer et nous focaliser de manière peut-être plus directe sur des thématiques plus directement littéraires, plus directement artistiques en tout cas. En l'état, on va s'intéresser au surréalisme, puisque le surréalisme va être un mouvement artistique qui va massivement mobiliser les théories freudiennes et se fonder de façon fondamentale sur l'inconscient. Le surréalisme a pour projet, pour ambition, de permettre à l'inconscient de s'exprimer dans le domaine artistique. La grande question que se pose le surréalisme est la suivante. Suis-je pleinement moi-même lorsque je laisse mon inconscient s'exprimer aussi librement que mon moi? C'est toute l'ambition et toute la recherche que vont mener les surréalistes. Alors ici, vous avez une sorte de petit musée imaginaire. Et sous vos yeux, vous avez différentes œuvres peintes par des artistes surréalistes. Je ne vais pas faire une analyse exhaustive de toutes ces toiles, je vous laisse les regarder rapidement. On a des toiles, entre autres, de Salvador Dali, de René Magritte, d'autres encore. Et vous pouvez voir, d'une part, la beauté de ces toiles. Hein, c'est un mouvement artistique, le surréalisme, que je trouve en tout cas absolument fascinant. Et surtout, eh bien, vous pouvez percevoir toute la dimension intrigante de ces toiles. Ce sont des toiles déconcertantes, intrigantes, extrêmement belles, mais extrêmement étonnantes, désarçonnantes, déboussolantes. Euh, Ce ne sont pas des images auxquelles on a été habitué. Alors on pourrait se demander justement qu'est-ce qui caractérise l'art surréaliste. Ces toiles, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je les ai choisies parce qu'elles nous permettent de voir un peu comment fonctionne l'art surréaliste. On peut retenir de ces toiles, c'est ceci. Les œuvres surréalistes, elles se caractérisent par un style artistique distinctif qui vise à exprimer le fonctionnement de l'inconscient. Et ce, en explorant notamment le monde des rêves, des pulsions et de l'imagination. Sur les toiles apparaissent 7 grandes caractéristiques du surréalisme. Tout d'abord, l'usage de couleurs vives et contrastées. Ensuite, la présence d'images oniriques. L'onirisme, c'est tout ce qui appartient au monde du rêve. Donc des images oniriques, ce sont des images qui reproduisent la logique des rêves, qui sont inspirées par les rêves. Les rêves qui sont absolument fondamentaux, pardonnez-moi, euh, dans le surréalisme, mais aussi chez Freud, parce que le ça, il s'exprime dans la vie quotidienne à travers 3 vecteurs: le lapsus, quand on dit un mot pour un autre, le geste manqué, quand on fait quelque chose sans y penser, et enfin les rêves. Les rêves sont le lieu où le ça nous parle. On en reparlera ensemble en cours. Les rêves sont absolument fondamentaux dans la recherche du moi, et ils le sont d'autant plus quand on cherche à comprendre notre inconscient. C'est quelque chose dont on parlera en cours à la rentrée. Ici, dans le surréalisme, bien sûr, le rêve joue un rôle absolument fondamental. D'ailleurs, troisième caractéristique, on note l'influence du rêve et de la psychanalyse, comme je vais vous le montrer. Caractéristique essentielle, c'est la numéro 4, on a des juxtapositions incongrues. Des éléments qui sont juxtaposés les uns aux autres, alors même qu'ils ne vont pas ensemble, et ça produit un effet intéressant. Par exemple, je reviens rapidement en arrière, regardez en bas à gauche cet éléphant et cet instrument de musique qui sont fusionnés. Deux éléments qui sont juxtaposés de manière incongrue, c'est-à-dire étonnante, afin de produire une autre réalité. Vous pouvez voir que c'est un peu le même principe dans d'autres toiles de ce musée imaginaire que je vous propose. Cinquième caractéristique, la distorsion, c'est-à-dire la déformation de la réalité ordinaire et consciente. Sixième caractéristique, le symbolisme, la présence de forts symboles. L'inconscient fonctionne par symbole. Septième pratique, le collage. Alors le collage, je vais en particulier vous en parler en m'intéressant au surréalisme littéraire. Alors le surréalisme, c'est quoi? Le groupe surréaliste, il est créé en 1919 par le français André Breton et ses amis Philippe Soupeau, Louis Aragon et bientôt rejoint par le poète Paul Éluard autour de la revue Littérature. Vous avez là, d'ailleurs, les principaux protagonistes du surréalisme, qui est un mouvement artistique et non simplement littéraire. Il va effectivement, le surréalisme, mobiliser tous les arts, la littérature, en particulier la poésie, la peinture, la sculpture, la photographie. C'est un mouvement véritablement transartistique qui va mobiliser tous les médiums, tous les médias donc artistiques. Le surréalisme, il est né d'une volonté commune d'effectuer une révolution esthétique, de libérer l'art des contraintes de la raison et d'explorer les domaines de l'imaginaire et de l'inconscient. Il se revendique en rupture nette et brutale avec les générations précédentes qui ont entraîné la France dans la Première Guerre mondiale. Alors, les surréalistes, ils avaient une théorie qui était assez intéressante, étonnante, très optimiste aussi. C'est que si la Première Guerre mondiale a eu lieu, c'est parce que le ça, l'inconscient, n'a pas eu voix au chapitre, n'avait pas voix au chapitre, euh, et qu'il y a eu un enchaînement pulsionnel de violence durant la Première Guerre mondiale parce que l'inconscient humain avait besoin de s'exprimer et ne trouvant de moyens de s'exprimer, il a pris ce qu'il avait sous la main, à savoir un contexte géopolitique catastrophique et donc, bien sûr, le champ de bataille. Pour contrecarrer la guerre, disent les surréalistes, il faut donc permettre à l'inconscient de s'exprimer. Euh, donc ici, comme je vous le disais, les principaux protagonistes, vous avez notamment sur la photo de droite, au centre de la photo, un monsieur avec une cravate rayée, André Breton. Derrière lui, c'est Paul Éluard à gauche, et euh, juste à droite de André Breton, vous avez un peintre avec une très belle moustache, Salvador Dali.
Avant le surréalisme, il y avait déjà quelque chose qui allait au fond dans le sens d'une libération de l'inconscient et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le dadaïsme fondé par Tristan Tzara durant la Première Guerre mondiale, en 1916 pour être tout à fait précis. Drôle de nom que celui donné à ce mouvement littéraire, dadaïsme, trouvé au hasard un soir dans un cabaret par Tristan Tzara qui a voulu donner un nom au mouvement artistique qu'il avait fondé avec des amis et qui, pour trouver ce nom, a pris un dictionnaire, l'a ouvert à une page au hasard, a mis son doigt au hasard et, tombant sur Dada, a décrété: nous serons dadaïstes. Alors regardez un peu les types de textes que les dadaïstes écrivaient. Ce sont des textes qui étaient diffusés sous forme de tracts, et c'est en particulier le cas du texte que vous avez à droite, que je ne vais pas vous lire intégralement, mais en partie afin que vous puissiez entendre justement le style dadaïste et que vous puissiez mesurer à quel point il propose une libération totale de l'expression à même de court-circuiter la rationalité et donc de permettre à l'inconscient de s'exprimer. Dada soulève tout. Alors le mot de soulève en plus ici, il est presque à entendre comme on peut l'entendre dans les couloirs du lycée, il y a ce côté véritablement de comment formuler les choses de façon diplomatique, de tout renverser, on va dire, de tout mettre à bas. Dada connaît tout, Dada crache tout, mais Dada vous a-t-il jamais parlé de l'Italie, des accordéons, des pantalons de femme, de la patrie, des sardines, de Fiume, de l'art? Vous exagérez, cher ami, de la douceur de D'Annunzio, quelle horreur, de l'héroïsme, des moustaches, de la luxure, de coucher avec Verlaine, de l'idéal, il est gentil, du Massachusetts, du passé, des odeurs, des salades, du génie, du génie, du génie, de la journée de 8 heures et des violettes de Parme. Oui, égal non, oui, égal non, oui, égal non. Jamais, jamais, jamais. Dada ne parle pas, Dada n'a pas d'idée fixe, Dada n'attrape pas les mouches, le ministère est renversé. Par qui? Par Dada. Le futuriste est mort. De quoi? De Dada. Une jeune fille se suicide à cause de quoi? De Dada. On téléphone aux esprits. Qui est-ce l'inventeur? Dada. On vous marche sur les pieds, c'est Dada. Si vous avez des questions sérieuses sur la vie, si vous faites des découvertes artistiques, et si tout d'un coup votre tête se met à crépiter de rire, si vous trouvez vos idées inutiles et ridicules, sachez que c'est Dada qui commence à vous parler. Oui égale non. Bon, finalement, je vous ai tout lu, parce que ce texte est génial. Euh, et là, bien sûr, c'est Dada qui commence à vous parler. On pourrait presque se dire, c'est l'inconscient qui commence à parler. Bon, vous voyez que ce texte est tout à fait irrationnel. Il a pour propos de justement renverser les lois de la logique. Et en renversant les lois de la logique, on court-circuite complètement la rationalité qui n'a plus son mot à dire. Et comme la rationalité n'a plus son mot à dire, l'inconscient va pouvoir commencer à s'exprimer. Il en va par ailleurs, bien sûr, d'une volonté de ne plus faire de l'art comme avant, de trouver d'autres codes de création, mais ça, on en parlera dans le semestre 2 avec la troisième et dernière thématique. Regardons maintenant ce bref poème d'André Breton qui a été dadaïste avant de fonder le surréalisme. Lâchez tout, lâchez Dada, lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois, lâchez la proie pour l'ombre, lâchez au besoin une vie aisée, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir, partez sur les routes. Là, ici, il y a une invitation qui est faite à travers l'anaphore du verbe conjugué à l'impératif lâcher, invitation qui est faite à se défaire de toutes les contraintes, de toutes les attaches, de toutes les normes, de tout ce qui est conventionnel. Il faut s'écarter de tout ce qui fait la société, de tout ce qui est valeur, valeur morale, et de partir à l'aventure. C'est le sens de ce dernier vers. Partez sur les routes, partez explorer, partez trouver d'autres formes d'expression. On revient au surréalisme après avoir fait ce détour par le dadaïsme et voyons voir maintenant comment celui-ci s'est formé. André Breton, je reprends ici au deuxième point, André Breton s'appuie sur les récents travaux de Freud, comme il le dit dans son manifeste du surréalisme publié en 1924. Tout occupé que j'étais encore de Freud à cette époque, et familiarisé avec ses méthodes d'examen que j'avais eu quelque peu l'occasion de pratiquer sur des malades pendant la guerre, je résolus d'obtenir de moi ce qu'on cherche à obtenir d'eux, soit un monologue de débit aussi rapide que possible, sur lequel l'esprit critique du sujet ne fasse porter aucun jugement,
qui ne s'embarrasse par suite d'aucune réticence et qui soit aussi exactement que possible la pensée parlée. Deux informations à retenir ici. Tout d'abord, référence explicite de la part d'André Breton à Freud et à ses travaux. Et d'autre part, source d'inspiration dans la psychanalyse pour le poète qui va y trouver une nouvelle façon d'écrire, une façon qui précisément ne permet pas à la pensée rationnelle de s'exprimer. C'est ce qu'il va appeler l'écriture automatique. On passe à la suite et justement, il va s'agir pour nous de faire émerger les composantes du style littéraire surréaliste. Comment permettre à l'inconscient de s'exprimer par le truchement de l'écriture? Eh bien, au gré d'un certain nombre de pratiques qui sont complémentaires. Les membres du groupe surréaliste veulent que l'œuvre littéraire, entre autres, mais artistique aussi, soit le produit d'un automatisme psychique pur et non plus le fruit de la volonté de l'artiste. Ils mettent alors en place un certain nombre de techniques pour parvenir à faire surgir des images ou des idées venues de leur inconscient. Alors la première grande technique, c'est l'écriture automatique, qui laisse s'exprimer la voix intérieure inconsciente du poète. L'écriture automatique, c'est quoi? C'est quand je prends une feuille, un stylo et que j'écris, sans réfléchir, sans censure, sans chercher à organiser. J'écris tout ce qui me passe par la tête, sans porter aucune réflexion, sans porter aucune critique, sans porter aucune analyse, sans me retenir. J'écris, 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 même si ça veut rien dire, même si c'est indécent, même si c'est honteux, même si c'est complètement fou, j'écris. L'écriture automatique. Ensuite, on a la pratique du cadavre exquis, pratique que vous avez peut-être pu expérimenter au collège, pratique que André Breton définit ainsi. Papier plié, qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. L'exemple, devenu classique, qui a donné son nom au jeu, tient dans la première phrase de cette manière: le cadavre exquis boira le vin nouveau. Citation extraite du Dictionnaire abrégé du surréalisme publié en 1938. Je vais simplifier la définition d'André Breton et je pense que ça vous rappellera quelques souvenirs d'enfance. Vous prenez un papier, vous écrivez un mot, vous pliez le papier en deux, vous le passez à votre voisin qui ne sait pas ce que vous avez écrit, mais qui lui va rajouter un mot, qui va replier la feuille en deux, qui va la passer à son voisin, qui va écrire à son tour un mot, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, quand tout le monde a écrit, sans que chacun ne sache ce que ses voisins ont pu écrire, on déplie la feuille et on a une phrase. Et cette phrase, ça permet d'exprimer l'inconscient, tout au moins de renouveler les codes de la création artistique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ce jeu le cadavre exquis? Parce que précisément, la première phrase qui a été écrite ainsi, c'était une première personne qui a écrit le cadavre, papier plié en deux, passé au voisin. Le deuxième voisin écrit exquis, papier plié en deux, on passe au voisin, boira, on passe au voisin, le vin, on passe au voisin, nouveau, et ça fait donc le cadavre exquis boira le vin nouveau. Autre méthode, les récits et analyses de rêves. Le rêve, on l'a dit, on le redit, c'est un vecteur fondamental pour exprimer l'inconscient. L'inconscient s'exprime à travers les rêves, et donc, si on veut laisser l'inconscient s'exprimer, il est bon de noter ses rêves, de les décrire, de les réciter, de les comprendre aussi et de les analyser. Bref, d'y porter attention. André Breton pense en effet que le rêve et la réalité, là il faut corriger la coquille, c'est là et non le, la réalité sont comme des vases communicants. Et il souhaite que le poète réussisse à retrouver le fil conducteur qui les relie. Le projet effectivement d'André Breton, c'était aussi de transformer notre manière de vivre. Et pour ce faire, il fallait faire un détour par le rêve. Les séances de sommeil hypnotique. Donc là, on rentre dans des méthodes un peu plus originales, peut-être plus exotiques. Alors, en quoi consistent ces séances? En ceci, les participants notent leurs délires et hallucinations, estimant qu'ils sont l'expression de leur inconscient. Donc, il s'agit effectivement de se laisser hypnotiser et de voir ce qui peut surgir au gré de cette hypnose. Il y avait également l'utilisation de machines qui, par un jeu de lumière, alors ce serait un peu difficile à décrire comme ça, donc je pense que je vous montrerai en cours, ce sera peut-être plus simple, mais disons qu'à intervalles réguliers, vous voyez un faisceau de lumière et ça crée dans vos yeux des hallucinations, voire des formes de délire visuel et eh bien, dans ces délires, il y a peut-être quelque chose comme l'inconscient qui s'exprime. Tout au moins, ça nous permet de voir le monde de façon inédite et renouvelée. Et enfin, le collage. Alors le collage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une caractéristique majeure de l'art surréaliste
Et le collage, on va ici en voir un exemple. Donc en bas à droite, vous avez un exemple de ce qu'est le collage. Ici, un collage sous forme d'art plastique. On prend des images, on les découpe, des images provenant de sources différentes, et on les jette sur une feuille en essayant de voir ce qu'on peut en faire. De façon plus littéraire, voyons comment le collage fonctionne. Dans le Manifeste du surréalisme, publié en 1924, André Breton définit le collage ainsi: il est même permis d'appeler poème ce qu'on obtient par l'assemblage, aussi gratuit que possible, de titres et de fragments de titres découpés dans les journaux. Alors, maintenant, regardons ce que Tristan Tzara, le dadaïste, donc l'ancêtre du surréaliste, préconisait comme méthode pour écrire un poème. Et on va voir qu'en fait, c'est exactement du collage. Prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre, copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Bon, il y a beaucoup d'ironie ici dans ce petit manuel d'art poétique de Tristan Tzara. Il y a beaucoup d'ironie, évidemment, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision, mais on voit qu'en fait, par-delà cette ironie, cette autodérision sur laquelle je reviendrai euh, bien plus tard dans l'année, quand on fera les révolutions et les révolutions esthétiques en particulier, il faut retenir surtout une méthode de création qui est celle du collage. Effectivement, hein, vous voyez, on prend un article, on en découpe les mots, on met tout ça dans un sac, on sort les mots et on recopie les mots qui sortent au fur et à mesure, et paf, j'ai un texte, un poème qui fonctionne par collage. Et le collage, ça permet justement de créer des juxtapositions incongrues, ce qui est précisément la méthode par excellence choisie par le surréalisme. En effet, dernier point, les surréalistes, ils privilégient les images qui rapprochent deux réalités les plus éloignées possibles, estimant que de l'écart entre les deux naît le merveilleux et que s'y exprime l'inconscient. Ainsi, une phrase de Lautréamont évoque la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, phrase qui va inspirer le photographe surréaliste Man Ray. On a aussi ce célèbre vers de Paul Éluard que vous avez peut-être déjà croisé dans votre parcours scolaire: la terre est bleue comme une orange. Ça, c'est précisément une image surréaliste. Alors, comment écrire comme un surréaliste? Voici un petit prolongement que je vous propose pour justement creuser la pratique artistique surréaliste et voir comment l'inconscient peut s'exprimer et ce que donne un texte véritablement surréaliste. Ici, on va s'intéresser à l'écriture automatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelle que l'écriture automatique consiste à écrire sans fil en quelque sorte, sans exercer aucun contrôle. Dans le Manifeste du surréalisme, André Breton, qui est le chef de file de ce mouvement, il va expliquer comment écrire un poème en écriture automatique. Donc là, on regarde le mode d'emploi et ensuite on va voir ce que ça donne un poème en écriture automatique. Faites-vous porter de quoi écrire. Après vous être rétabli en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de votre talent et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde, il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas de la phrase suivante. Elle participe sans doute à la fois de notre activité consciente et de l'autre, si l'on admet que le fait d'avoir écrit la première entraîne un minimum de perception. Peu doit vous importer, d'ailleurs. C'est en cela que réside pour la plus grande part l'intérêt du jeu surréaliste. Toujours est-il que la ponctuation s'oppose sans doute à la continuité absolue de la coulée qui nous occupe, bien qu'elle paraisse aussi nécessaire que la distribution des nœuds sur une corde vivante. Continuez autant qu'il vous plaira. Et vous au caractère inépuisable du murmure. Si le silence menace de s'établir, pour peu que vous ayez commis une faute,
Une faute, peut-on dire, d'inattention? Rompez sans hésiter avec une ligne claire. À la suite du mot dont l'origine vous semble suspecte, posez une lettre quelconque. Elle et ramenez l'arbitraire en imposant cette lettre ou initiale au mot qui suivra. Donc ici, vous voyez qu'il s'agit d'écrire sans discontinu, sans contrôle. C'est une sorte de stream of consciousness, de flux de conscience, mais encore plus radical. Alors voyons voir maintenant un poème écrit grâce à l'écriture automatique. C'est un poème que je suis allé chercher dans le premier recueil de poèmes qui se fonde sur la pratique de l'écriture automatique, Les champs magnétiques, publié en 1919 par André Breton et Philippe Soupeau. Poème intitulé La glace sans fin. C'est un poème écrit à quatre mains, c'est-à-dire par deux personnes, au gré d'une soirée dans un hôtel qui fait face au Panthéon parisien, au Panthéon à Paris. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les pages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Alors ce poème, il est hermétique, vous le comprenez bien, son sens n'est pas directement perceptible. Y a-t-il même un sens? Y a-t-il même un sens rationnel? Peut-être pas. C'est peut-être justement là qu'est tout son intérêt, l'écriture automatique ayant pour propos, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises dans ce cours, de court-circuiter le règne de la logique, du rationnel, de la raison, pour permettre à l'inconscient de s'exprimer. Et l'inconscient a une autre grammaire, un autre langage, un autre style d'expression, qui, pour notre rationalité, peut apparaître comme compréhensible, comme incompréhensible. Et pourtant, et pourtant, il y a là du sens, il y a là des symboles. Il faut savoir lire le texte, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir le comprendre, mais à travers d'autres démarches de compréhension. Ça ne veut pas rien dire, serais-je tenté de dire pour reprendre Rimbaud, citation qu'on avait déjà vue dans le chapitre 3. Bon, mon propos ici, c'est pas d'expliquer le texte ou d'en faire une analyse, c'est juste de vous montrer véritablement un exemple. De connaître, c'est la question qu'on s'était posée tout à l'heure et que je repose une dernière fois. Est-ce que c'est apprivoiser l'autre en soi-même? Eh bien, peut-être bien, et nombreux seront les héritiers des surréalistes à tenter, justement, d'apprivoiser cet inconscient, de comprendre cet acteur mystérieux qui se tapit dans les tréfonds de notre crâne, dans l'obscurité de notre psyché. Et en termes d'ouverture pour ce zoom sur le surréalisme, je serais tenté de vous proposer ce poème d'André Chédid qui s'appelle justement L'autre et qui fixe comme ambition à la poésie la possibilité de saisir l'autre qui est en moi. Se comprendre, c'est comprendre le moi et comprendre cet autre qui, en moi, est aussi moi. Alors vous voyez que le poème s'appelle L'autre. Il porte une épigraphe. Je est un autre d'Arthur Rimbaud, qui a donné le titre au chapitre et que je vais expliquer juste après. Et regardez, ce poème est très simple et il résume plutôt bien, au fond, la démarche des surréalistes. Alors attention, André Chédid, elle n'est pas surréaliste. Elle est dans l'héritage des surréalistes et surtout son texte entre en écho avec l'objectif des surréalistes. À force de m'écrire, je me découvre un peu. Je recherche l'autre. J'aperçois, au loin, la femme que j'ai été. Je discerne ses gestes, je glisse sur ses défauts, je pénètre à l'intérieur d'une conscience évanouie. J'explore son regard comme ses nuits. Je dépisse et dénude un ciel sans réponse et sans voix. Je parcours d'autres domaines. J'invente mon langage et m'évade en poésie. Retombé sur ma terre, j'y répète à voix basse inventions et souvenirs. À force de m'écrire, je me découvre un peu et je retrouve l'autre. Et là, vous voyez, c'est un poème beaucoup plus optimiste que celui de Fernando Pessoa qu'on avait pu voir au début du chapitre. Oui, le moi est une asymptote, oui, le moi est d'une complexité folle et vertigineuse, mais en fait, on peut quand même dire quelque chose sur le moi. L'écriture, l'art, est entre autres capable de saisir cet autre moi qui est en moi.
Il y a un vers fondamental dans ce poème. Je n'arrive plus à me souvenir d'ailleurs si je vous l'ai mis, sur votre polycopier. Ce vers, vous pouvez le retenir, le copier: «J'invente mon langage». Se comprendre, c'est peut-être justement se forger un langage à même d'exprimer son moi. Ça, c'est absolument fondamental et c'est certainement l'ambition ultime de tout écrivain qui se lance dans une recherche du moi. Bref, petite parenthèse, peut-être que vous avez été troublé par la phrase «La femme que j'ai été», colonne de gauche, vers numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, André Chédid est une femme, hein. André et je vous le dis parce que ça avait déconcerté beaucoup de candidats au baccalauréat, je crois que c'était en 2017, qui étaient tombés des nues quand ils avaient découvert que André Chédid était une femme. Alors, «je» est un autre, c'est l'épigraphe et je voulais là aussi compléter rapidement parce que je l'avais expliqué rapidement en cours. Mon propos là aussi, c'est peut-être pas de faire toute une analyse de cette expression, mais il est quand même bon de connaître cette citation de Rimbaud. Alors cette citation, elle est présente dans une lettre extrêmement célèbre qui s'appelle la lettre dite du voyant, écrite en 1871 et mon propos, c'est pas en fait de vous donner les conceptions, rimbaldiennes, qu'il forge dans cette lettre, hein. Le poète, il développe plein de notions qui sont propres à lui. Je vais surtout essayer de connecter cette citation à notre thématique. Alors, la célèbre citation «Je» est un autre du poète français Arthur Rimbaud, qui a vécu entre 1854 et 1891. Elle apparaît dans une lettre qu'il a écrite à son professeur Paul Démeny en mai 1871. Voici, pour information, le passage complet de la lettre. «Je» est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Alors, la phrase «je» est un autre, elle peut être interprétée de différentes manières. En général, elle est comprise comme une expression de la dissociation entre le moi intérieur, créatif et intuitif, et le moi extérieur ou social. Et là, vous voyez, on retrouve en fait la conception proustienne de cette dichotomie qui existe à l'intérieur de nous entre le moi social et le moi profond. Rimbaud semble suggérer que le je traditionnel, l'identité consciente et rationnelle, elle est capable de se transformer en quelque chose de différent, voire de transcendant, lorsque il est en contact avec la source créative et intuitive. Lorsque je crée, je me transforme. Lorsque je crée, je deviens autre et je métamorphose mon moi. Certains interprètent cette phrase comme une affirmation de la nature changeante et dynamique de l'identité. D'autres voient en elle une exploration de la nature fragmentée et multiple du moi. Bref, cette citation, elle est donc effectivement capitale quand on s'intéresse à la complexité du moi. Dans tous les cas, la citation de Rimbaud, elle suscite évidemment une réflexion sur la complexité de l'identité et de la créativité. Voilà pour la petite parenthèse sur Je est un autre, et voilà pour le dernier prolongement en ce qui concerne le mouvement surréaliste. On va faire un autre prolongement, ou plutôt un autre zoom, un autre focus sur une autre thématique importante, qui est un peu d'ailleurs en parallèle du surréalisme, c'est ce que les littéraires appellent la fêlure intérieure. Alors la fêlure intérieure, c'est une expression, c'est une métaphore, c'est une image littéraire qui permet de désigner les troubles psychopathologiques, les maladies psychopathologiques. Ces troubles du comportement et de l'esprit qui sont liés à une maladie de nature psychologique et qui altèrent les facultés mentales de l'individu, engendrant des dysfonctionnements de la mémoire, des pertes de la raison, des formes de désinhibition, des dérèglements des fonctions cérébrales, etc. C'est ce qu'on appelle de façon galvaudée, de façon simplifiée, de façon aussi assez dépréciative, la folie. La folie, c'est un terme absolument central dans la recherche de soi, dont on va avoir que peu l'occasion de parler. Il a été traité partout dans la littérature, il a été traité aussi en philosophie, il a fait l'objet notamment d'une très grande histoire de la folie de la part de Michel Foucault. Et ce mot de folie, qui est un mot aujourd'hui qu'on utilise peu, plus, ou en tout cas dans des contextes qui sont plus relâchés, qu'on remplace bien davantage par psychopathologie, il a souvent été exprimé au moyen d'une métaphore qui s'appelle la fêlure intérieure. La fêlure, c'est justement la rupture, ce qui est cassé, ce qui est fêlé, c'est ce qui est cassé, et cette fêlure, elle est à l'intérieur de nous. Fêlure intérieure, c'est donc un esprit cassé, un esprit brisé, un esprit émietté. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, peut faire l'objet d'un grand oral. Qu'en est-il de
cette thématique de la psychopathologie dans la recherche du moi. Dans la mesure où la psychopathologie, elle est souvent associée à une dépossession pathologique de soi, l'impossibilité d'être soi, une perte parfois irrémédiable du moi. Alors, un exemple emblématique de la fêlure intérieure, c'est un artiste capital, fondamental, extraordinaire, qui est Vincent van Gogh, artiste que celles et ceux qui font art plastique connaissent bien, sur lequel je vais revenir rapidement. Un type qui a vécu de 1853 à 1890, donc en plein dans la période qui nous intéresse. Vous avez là quelques toiles remarquables qu'il a pu faire. Alors, juste pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Van Gogh, quelques repères biographiques. Donc Vincent van Gogh, il est né aux Pays-Bas. Durant sa jeunesse, il a travaillé dans plusieurs domaines avant de se consacrer à la peinture. Notamment, il a travaillé en tant que marchand d'art, en tant que prédicateur. Il est né dans une famille de prédicateurs en tant qu'enseignant. Sa carrière artistique, elle a débuté en fait assez tardivement. Il a commencé à peindre sérieusement vers l'âge de 27 ans, même s'il s'était adonné à la chose avant. Ses premières œuvres, elles sont assez sombres et elles représentent notamment des scènes de la vie paysanne. Très vite, il va s'intéresser à la nature, il va essayer de renouveler la perception qu'on peut avoir du monde. Alors, à Paris, où il va venir en 1886, il va rencontrer les impressionnistes et il va être profondément influencé par ce style pictural. Il va aussi rencontrer les artistes qui sont post-impressionnistes, ceux qui vont être les successeurs des impressionnistes et qui vont tenter de renouveler les représentations du monde. Entre autres amitiés, on peut noter des relations profondes, intenses, souvent conflictuelles, avec des artistes comme Paul Gauguin ou Henri Toulouse-Lautrec. Van Gogh est un peintre itinérant et il va donc sillonner un peu partout la France. De Paris, il va passer à Arles, dans le sud, en 1888, où il va créer ses travaux les plus célèbres, notamment La Nuit étoilée ou Les Tournesols. Malheureusement, à Arles, c'est aussi là que sa santé morale va se détériorer de façon significative. Van Gogh a souffert tout au long de sa vie de problèmes de santé mentale, qui se sont notamment manifestés par des crises de délire, par des phénomènes d'automutilation. On se souvient de l'oreille coupée, entre autres. Hein, il s'est mutilé l'oreille droite en 1888 et il va être interné à intervalles réguliers dans des asiles psychiatriques. Parfois, il s'y internait lui-même. Il est mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, juste à côté de chez nous, hein. C'est pas très loin de chez nous. Vous pouvez y aller en pèlerinage. C'est une très belle ville qui mérite d'être découverte et surtout, ben, c'est un lieu évidemment que je trouve très émouvant parce que c'est là que Van Gogh est mort à l'âge de 37 ans. Mort à la suite de quoi? La cause de sa mort, elle est un peu mystérieuse, mais généralement, elle est attribuée à une blessure par balle auto-infligée, donc un suicide. Pour votre gouverne personnel, hein, sachez que Van Gogh n'a vendu qu'une toile de son vivant. Il n'a eu aucun succès. Il était rabaissé, décrié, même si certains avaient su percevoir son génie, hein, attention, mais il n'a eu aucun succès. Aujourd'hui, son travail est devenu extrêmement influent. Il est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art occidental. C'est le nom, il l'avait su. Pauvre homme. Alors, on va s'intéresser, nous, pas à ses toiles, mais à ses lettres. Il a écrit de nombreuses lettres à son grand frère Théo. Et regardons un peu comment tout cela fonctionne. Janvier 1889. Aussitôt que je me sentirai un peu en force, j'espère faire son portrait. Je t'assure que quelques jours à l'hôpital étaient très intéressants et on apprend peut-être à vivre des malades. J'espère que je n'ai eu qu'une simple toquade d'artiste et puis beaucoup de fièvre à la suite d'une perte de sang très considérable, une artère ayant été coupée. Mais l'appétit m'est revenu rapidement et le sang se refait de jour en jour. Et ainsi, de jour en jour, la sérénité me revient pour la tête. Je te prie donc d'oublier de parti pris délibéré ton triste voyage et ma maladie. Donc c'est une lettre qu'il adresse à son grand frère qui l'a toujours protégé, qui l'a toujours accompagné, qui a été comme une sorte de grand protecteur. Et cette lettre, il l'a écrite évidemment après s'être tranché l'oreille euh, et à la suite d'une crise de délire. Donc il l'écrit depuis un asile psychiatrique. Et il lui dit que bon, ça va mieux. Peut-être qu'il a eu une toquade d'artiste, une folie d'artiste. Et ça va mieux, il retrouve des forces, il va peut-être pouvoir justement se consacrer à la création. Petit saut dans le temps, mai 1889, deuxième lettre.
Je voulais te dire que je crois avoir bien fait d'aller ici. D'abord en voyant la réalité de la vie des fous ou toqués d'hiver dans cette ménagerie. Je perds la crainte vague, la peur de la chose. Et peu à peu, je suis arrivé à considérer la folie en tant qu'étant une maladie. Donc ça, c'est assez intéressant parce que la folie, c'est quelque chose qui a été très mal connu, qui faisait l'objet de beaucoup de superstitions, de fausses croyances. Et là, vous voyez qu'il associe la chose à une maladie médicale. Il écrit encore de nouveau depuis un asile. Il est sorti, il a dû être réinterné après cette période de création. Donc janvier 1889, ça allait mal, ça va mieux, je vais pouvoir recréer. Mai 1889, j'ai créé, je ressombre. Saut dans le temps, juillet 1889, je ne vois plus de possibilité d'avoir courage ou bon espoir. Mais enfin, ce n'est pas d'hier que nous sachions que le métier n'est pas gai. Cette crise nouvelle, mon cher frère, m'a pris dans les champs, et lorsque j'étais en train de peindre par une journée de vent, je t'enverrai la toile que j'ai achevée quand même. Même cycle, voyez? Mai 1889, il était dans un asile, il écrit pour dire à son frère que ça allait pas, il y est allé, ça va mieux, il ressort, il recrée et il ressombre. Et donc, on a une sorte de dialectique qui s'instaure entre la folie, la psychopathologie et la création. La grande question qu'on peut se poser, bien sûr, hein, c'est celle-ci. Peut-on dire que Van Gogh est en lutte incessante entre les accès de folie et son désir de peindre? Ben, absolument, absolument. Et c'est très étonnant d'ailleurs, puisque cette psychopathologie structure son moi, euh, euh, et en même temps, elle a profondément, semble-t-il, influencé son art. Et en même temps, c'est ce qui l'éloigne de lui-même, c'est ce qui l'empêche de créer. Donc il y a là une lutte extrêmement intense entre la psychopathologie de Vincent Van Gogh et sa création, mais aussi peut-être une sorte d'interaction entre les deux. La psychopathologie nourrissant la créativité qui nourrit en retour la psychopathologie. Bref, on voit à quel point la fêlure intérieure complexifie encore davantage la perception du moi et la réalité du moi. Il y a vraiment un grand oral remarquable à faire sur les psychopathologies, les différentes formes de maladies psychiques et psychiatriques. Une question qu'on pourrait se poser, c'est celle-ci. Selon vous, génie et folie combattent-ils chez l'artiste ou bien se nourrissent-ils? Eh bien, vous voyez que là, c'est tout à la fois l'un et l'autre. Et nombreux sont les cas qui pourraient permettre de nourrir ce questionnement. On pourrait presque faire l'objet d'un essai très spécifique, ou peut-être l'objet d'un grand oral. Là, vous avez peut-être une question de grand oral euh, formulée ici, dont vous pouvez vous emparer. Bon, il faut que j'avance, parce que je sens déjà que ma vidéo sera très longue. Donc, adieu Van Gogh, et enchaînons sur la suite. L'image de la fêlure intérieure, l'expérience de l'altération de la conscience qui est produite par la psychopathologie, elle a été aussi envisagée en littérature par les psychotropes. Alors, les psychotropes, ce sont les substances hallucinogènes illicites qui peuvent être utilisées pour altérer, c'est-à-dire modifier, rendre autre la conscience et notre perception de la réalité. Donc ça, c'est une thématique qui a souvent été traitée dans la littérature. Et alors là, attention, évidemment, je me permets cette précaution oratoire. Loin de moi l'idée de faire l'éloge de toute prise de substances hallucinogènes. Ces substances sont bien évidemment illégales et surtout engendrent de terribles phénomènes d'addiction. Là aussi, un grand oral remarquable à faire, je pense, sur l'addiction. J'ai de remarquables ouvrages à vous conseiller en la matière. Rien de plus terrible que l'addiction et que l'addiction à de telles substances. Mais ces substances, elles ont été utilisées par un certain nombre de poètes, de philosophes et de romanciers dans la recherche du moi. C'est notamment le cas d'Henri Michaud dans les recueils de poèmes L'infinie turbulence ou Misérable miracle, la mescaline, écrit sous l'influence de ce psychotrope qu'est la mescaline. C'est aussi le cas de cet essai de l'anglais Aldous Huxley, Les portes de la perception, écrit sur le LSD, ou bien encore de cet essai littéraire de Baudelaire, Les paradis artificiels, où, en somme, Baudelaire arrive à la conclusion que les psychotropes n'influencent nullement la créativité et ne permettent nullement d'être plus créatif. Mais voilà, il y a là effectivement une thématique présente dans la littérature et une expérience
d'altération de conscience qui est retranscrite dans un certain nombre d'ouvrages. J'arrive à la conclusion, c'est la fin. Avant même les immenses traumatismes des deux guerres mondiales, nombreux sont donc les écrivains, les artistes et les penseurs à mettre en scène, à figurer et à souligner dans des formes nouvelles les déchirements internes à l'individualité moderne. Alors la modernité, c'est un concept décisif dont j'ai beaucoup parlé, capital dans l'histoire de l'humanité et qui désigne, d'un point de vue strictement philosophique et non historique, l'acte d'agir en conformité avec son temps et non plus en fonction de valeurs considérées comme dépassées. Alors, le concept de modernité, vous l'avez peut-être vu l'année dernière si vous avez étudié Baudelaire, puisqu'il en parle dans un essai qui s'appelle Le peintre de la vie moderne, consacré à son ami Constantin Guy. Si la modernité date historiquement de la Renaissance, donc du XVIe siècle, hein, c'est ce que vous voyez en histoire-géographie, elle trouve dans le XIXe siècle une traduction intellectuelle pleine et entière. Au cours du long XIXe siècle, donc de 1789 à 1914, on est dans une ère de transformation profonde, je l'ai dit à de multiples reprises, et cette ère de transformation profonde, ça va marquer justement l'apogée de la modernité que la recherche de soi euh, va intensifier. Va intensifier, hein, la modernité va être effectivement intensifiée par la recherche de soi et la modernité va intensifier la recherche de soi. Alors pourquoi on peut parler de transformation profonde? Bon, je ne vais pas le redire une nouvelle fois. Vous avez le petit mème sous les yeux. Le 19e siècle en France, c'est extraordinaire. On change de régime politique, de fonctionnement tous les 15 ans. On a donc une instabilité perpétuelle et au gré des découvertes philosophico-scientifiques, tout est sans cesse repris et remis en perspective, complexifié, désavoué, dynamité, détruit, déconstruit. Bref, la certitude, la vérité pérenne, elle s'estompe et donc la recherche de soi ne peut que gagner en intensité. Se succède en effet, durant cette période, l'optimisme d'une autodéfinition de soi, notamment propre au romantisme, selon lequel le moi serait entre autres accessible grâce à la sensibilité, et la stupéfaction face aux métamorphoses du moi, à son incroyable complexité, à sa dimension vertigineuse, à peut-être aussi sa dimension incompréhensible. Le moi semble de plus en plus insaisissable. Bref, le sujet, au gré de ce long 19e siècle, apparaît bel et bien comme multiple et infiniment complexe. C'est ainsi notamment que la diffusion des théories et des pratiques psychanalytiques a profondément marqué la culture du XXe siècle. À quelle connaissance de nous-mêmes sommes-nous capables d'accéder? Eh bien, cette interrogation est encore la nôtre et aucune réponse définitive ne peut être tout à fait apportée. Et tant mieux d'ailleurs. Voilà pour la fin de ce chapitre. Voilà aussi pour ce cours, cet ensemble de cours consacré à la deuxième thématique de ce semestre 1, les métamorphoses du moi. On terminera rapidement la recherche de soi à la rentrée en évoquant éducation, émancipation et transmission, même si vous allez voir que cette thématique, troisième et dernière du semestre 1, va nous conduire à faire un petit pas de côté. D'ici là, chers élèves, je vous souhaite bon courage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.